20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. L'opposition charge le nouveau code électoral. Le PDS et l'AJ-PADS désavouent l'arbitrage de Macky Sall qui, selon eux, s'est taillé en costume à sa mesure. Le tuyau de Keur Momar Sarr se rappelle au bon souvenir des Dakarois. Les travaux de revêtement intérieur de la conduite vont occasionner une pénurie d'eau de 48 heures. Vous verrez dans ce journal que les populations ont pris les devants. Le focus du jour porte sur le domaine public maritime à Dakar. Il a sensiblement changé de visage à cause de son exploitation. Et puis Youssou N'Dour à Conakry pour les besoins d'un concert ce 29 mars. Conakry qui a connu son premier décès dû au virus Ebola. Bonsoir à toutes et à tous. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Alors, de la politique pour ouvrir ce journal avec le projet du nouveau code électoral qui divise la classe politique. L'opposition émet des réserves. Tout à fait. Pour le PDS et l'AJ-PADS, ce projet penche en faveur de la coalition au pouvoir. D'après Mamadou Diop Decroix, le tour unique aux élections locales est antidémocratique. Plus de détails avec cher Abdouradir Mbakesek. Macky Sall fixe les règles du jeu. Le nouveau code électoral qui sera soumis à l'Assemblée nationale suscite déjà des polémiques. Le PDS crie à l'injustice. Ce projet donc vient de l'arbitrage du président de la République. Un arbitrage que le PDS et ses alliés de l'opposition n'avaient pas demandé. Et pour cause, le résultat est aujourd'hui que nous constatons une prise de position en faveur du pôle présidentiel. L'AJ, pour sa part, dénonce le manque de consensus. Mamadou Diop Decroix fustige le système du tour unique pour les élections locales. Ce n'est pas un système démocratique, parce que c'est ce qu'on appelle le Raougadou. Si vous avez 20% des voix et que vous arrivez en tête, vous prenez tout. Le principal point qui divise, le mode d'élection des conseillers de Dakar, Thiès, Rufisque, Pikine et Guédiawaye. Ça se traduit par la suppression de la liste proportionnelle à la ville. Ce qui fait que tous les conseillers de ville, de ces 5 villes en tout cas, vont être désignés à partir de la liste majoritaire des conseillers de communes et à partir de la liste proportionnelle aussi des communes. Alors qu'on appelle les gens à la rupture, alors qu'on appelle les gens à l'élargissement de la démocratie, alors qu'on dit la patrie avant le parti, alors on pose ce type d'actes-là pour régler des problèmes tout à fait spécifiques. À moins de 3 mois des joutes électorales, l'opposition dénonce déjà une tentative de forcing. C'est pourquoi le PDS et l'AJ appellent à la sanction de la mouvance présidentielle. Je vous le disais tout à l'heure en sommaire, le tuyau de Keur Momar Sarr à l'arrêt le temps d'un week-end. Léa, la SDE annonce une coupure du liquide précieux. Suite à cette nouvelle, les populations ont pris toutes les dispositions nécessaires tout en espérant que la date prévue pour le retour à la normale, c'est-à-dire ce dimanche, sera bien respectée. Fatima Ba et Diafaraba. Seaux, bassines, bouteilles, bref, tout a été rempli d'eau pour faire face à la pénurie annoncée par la SDE. Nous avons bien pris nos dispositions parce qu'on a fait tout pour passer à la presse et à la télévision aussi. C'est pourquoi nous avons pris toutes nos dispositions, nous avons puisé nos réservoirs, de 10 et les seaux de 20 litres aussi. J'ai rempli d'eau tous les récipients que j'avais. C'est plus prudent car on ne sait jamais. Oui, je crois qu'ils ont bien fait donc d'annoncer ça en avant. Je crois que c'est une très bonne chose quand vous voulez faire quelque chose dans le pays qui nous appartient à tous. Donc je crois qu'il faut prévenir les gens, comme ça ils vont prendre leurs dispositions. La Sénégalaise des eaux revient sur la cause de cette coupure d'eau et promet un retour à la normale le dimanche soir. Nous avons décidé et donc de procéder à une opération qui était programmée. Ça veut dire, pour cette fois-ci, ce n'est pas une panne. Compte tenu du fait qu'en période fraîche, on n'a pas besoin, les besoins quand même sont beaucoup plus maîtrisés. On avait donc programmé que pendant cette période, on allait arrêter pour 1 ou 2 jours pour vraiment peindre cette pièce. Dimanche, à 3 h du matin, la 4e pompe donc sera enclenchée
et l'usine commencera donc à fonctionner en pleine capacité. On a un approvisionnement par camion citerne, il y a une cinquantaine de camions. Dans le planning, on avait dit que c'est à partir de 12 heures qu'on va les ventiler dans la ville, mais on a un peu anticipé sur une action et des zones. Les populations ont certes pris toutes leurs dispositions, mais elles espèrent que cette date du dimanche sera respectée pour ne pas revivre le calvaire du mois de septembre. Nous parlons santé avec ce cube présent dans presque tous les placards de cuisine, le bouillon d'épices. Malgré son goût qui donne au repas sa saveur unique, cet ingrédient est loin d'être un allié santé. Selon certains députés et nutritionnistes, il serait même l'un des fervents serviteurs du diabète et de l'hypertension artérielle. Mais pour beaucoup de Sénégalais conscients du danger, pas facile de dire au revoir au bouillon. Bintou Loumdiaye, Modou Diop. Les bouillons d'épices sont devenus des ingrédients incontournables dans la cuisine sénégalaise. Pour certains, ils sont même indispensables. Moi, je n'ai jamais cuisiné sans mettre du bouillon. Parce que ça me plaît, j'ai toujours aimé les bouillons. Si je cuisine ça, le bouillon, les gens parlent. Ça manque quelque chose ou c'est pas bon. C'est pour ça que je utilise un peu, mais pas beaucoup. La consommation fréquente de ces bouillons est associée à la recrudescence de plusieurs maladies. Le député Imam Baïnia dénonçait l'absence des composants dans les sachets et interdisait même leur vente. La population n'en est pas moins informée. J'ai vécu une expérience à Kaolack. Lorsque mon grand-père tape des bœufs, il leur donne 5 bouillons. Après 5 bouillons pour pouvoir faire ça. Les chefs, non, ils ne mourraient pas, mais ils ne pourraient pas faire grande chose. J'ai entendu les gens dire que ça amène les maladies, cancer et diabète, tout. C'est pour ça que je utilise un peu. Que les bouillons donnent du maladie, mais moi, je cuisine toujours avec du bouillon. Mais j'entends souvent les gens dire que ces bouillons ont des effets secondaires sur les organismes des gens. J'ai une vieille maman et j'avais l'habitude de manger ces tchèboudiennes et autres. Elle n'a jamais utilisé de bouillon. Elle utilisait le sel que nous connaissons et machallah, ces repas étaient très copieux et délicieux. Toute chose exagérée donne la maladie. Réapprendre à manger sainement, un retour au sel, piments et poivres, ces épices naturelles et astuces de grand-mère, très agréables et qui font tant de bien. Alors Léa, les amateurs de citron, eux, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Le kilogramme est passé de 300 francs à 1000 francs, 1500 francs CFA. Donc cela pour le plus grand bonheur de ces vendeurs qui n'ont pas connu de rupture de stock. Constat dans ce reportage signé Salimata Aoussek et Papra Lingaye. Le constat est le même. Le citron est rare au marché. Le prix du kilogramme a doublé en un temps record. Ça, c'est le citron marocain. On ne le voit presque plus sur le marché. Le kilogramme est à 800 francs et on le revend à 1000 francs. Le prix change. On part, certains jours, on nous dit le kilo à 1500. Certains jours, on nous dit le kilo à 1000 francs. Hier, j'étais allé, le libar, le demi-kilo, est remonté à 1000 francs. Et le kilo est monté à 1500. Alors que nous, on a l'habitude d'acheter le libar à 350, le kilo à 700. Cette femme, vendeuse de légumes, ne songe plus à vendre le citron. J'ai peur de vendre à perte, c'est pourquoi aujourd'hui je ne vends pas de citron. Malgré la rareté et la cherté, Nogay Diop reste une inconditionnelle de ce fruit. Ça fait partie de mes priorités. J'aime bien le citron, j'aime trop même le citron. Même si ça se fait rare au marché, je fais tout pour en avoir. Quel que soit le prix, j'en achète. Cette rupture ne concerne pas tous les commerçants. Nous n'avons pas de rupture de citron, c'est ce que les clients doivent comprendre. Ils viennent ici nous proposer des prix dérisoires. Quel que soit le prix du kilogramme de citron, certains Sénégalais en raffolent. Ce, pour remonter le goût des plats comme le mythique tchèboudjen.
Salimata Osek, merci. Le focus du jour à présent qui porte sur le domaine public maritime dakarois qui a littéralement changé de visage. Le prétexte avec l'érection de la nouvelle ambassade turque sur la corniche ouest, l'autorisation octroyée aux Turcs Léa semble ne pas être faite dans les règles de l'art. En effet, chère Tidiane, cette autorisation a été délivrée par le ministère de l'Urbanisme et non pas par la ville de Dakar, comme cela aurait dû être fait. Une histoire qui remonte à 2009 selon l'adjoint du maire de Dakar. Chergaï appelle à plus de diligence dans cette affaire qu'il qualifie de difficile à gérer. Fatima Ba, Diafaraba. La construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche ouest, un problème qui date de 2009. Après le refus de la ville de Dakar d'octroyer une autorisation de construire aux Turcs, le ministère de l'Urbanisme s'en est chargé. La ville de Dakar s'est toujours évertuée à préserver ce domaine public maritime. En quoi faisant? En suspendant d'abord la délivrance de toute autorisation de construire sur le domaine public maritime. Naturellement, la ville de Dakar n'avait pas autorisé cela. Mais il faut rappeler qu'en 2008, il y a eu une loi qui dispose que pour ce qui concerne les travaux de l'État, comme les travaux des ambassades, l'État, pour s'autosaisir, l'État peut délivrer en fait une autorisation de construire par le biais du ministère de l'Urbanisme. Une histoire qui enfle avec la naissance de mouvements qui s'insurgent contre la construction de cette ambassade sur la corniche ouest. La ville de Dakar appelle au calme. Je disais que c'était une question très sensible qui aujourd'hui intéresse des pays, des États. Et à ce titre, je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est pourquoi je pense très sincèrement que l'État est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler de la façon la plus diligente cette question de l'ambassade de Turquie. La mairie de Dakar et le gouvernement sont en train de négocier afin de trouver des solutions pour ne pas créer un incident diplomatique. Et le littoral dakarois, auparavant réputé pour sa beauté, a aujourd'hui changé de visage. C'est la conséquence de ces constructions à titre privé sur tout le long de ce domaine public maritime, ce qui n'est pas du goût de certains Sénégalais rencontrés dans ce reportage signé Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. Des infrastructures hôtelières, des cliniques, un parcours sportif, c'est l'image de la corniche ouest de Dakar. Autant de constructions qui remettent au goût du jour la question de la protection du domaine public maritime. Il faut protéger quand même ces espaces qui appartiennent à tous les citoyens. Mais quand même, mais il y a eu une évolution de la législation qui veut que désormais qu'on puisse valoriser ces dépendances-là. La construction de l'ambassade de la Turquie sur la corniche, une violation du domaine public maritime, selon Pierre Goudiaby Atepa, membre du mouvement SOS Littoral. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de leur donner un autre terrain. Et ce terrain-là, qui est dédié à la jeunesse, qui est dédié aux jeunes, qu'on puisse le leur donner en travaillant avec la mairie. Il faut obligatoirement qu'il y ait l'autorisation du conseil régional après avis de la commune ou bien de la collectivité locale qui est concernée. Ici, c'est la commune. Donc ça veut dire quoi? Que la commune ne peut pas dire je n'étais pas au courant. Le conseil régional ne peut pas dire je ne suis pas au courant. Si c'est le cas, c'est qu'il y a eu illégalité. Pour eux, le bradage des terres sur la corniche a des conséquences néfastes sur l'environnement. Entre la zone de Soumbédioune et le Radisson, nous avons 5 lieux de culte de grande importance pour nous. Là où on a prévu d'implanter un bâtiment pour les Turcs, cette partie s'appelle exactement Tchokh. Je disais il y a 30 ans déjà que quelqu'un va débarquer de Dakar, il ne verra pas la mer jusqu'au palais de la République. On se croirait à Ouaga pour donner cet exemple-là. C'est simplement pas normal. Des mouvements de défense sont nés pour dire stop au bradage des terres sur le littoral. Aminata Baresso, merci. Un nouveau phénomène. Il s'agit de la privatisation des plages dakaroises. Salimata Aou, là également certains Sénégalais rencontrés désapprouvent.
littoral sénégalais est une zone stratégique. Malgré cela, il fait l'objet d'agressions de toutes sortes. Le littoral, c'est ce qu'on appelle en termes juridiques, cette partie-là dont vous parlez en tout cas, le domaine public maritime. C'est une frange littorale d'une bande de terre profonde de 100 mètres à compter des plus hautes eaux vers le continent. Il ne peut pas être privé, en tout cas du point de vue de son régime juridique. Il est vrai également que sur d'autres zones, la zone est tellement fermée qu'on ne peut pas y accéder. Il me revient à l'esprit que du côté de Ngor notamment, en dehors de la frange, on peut accéder partout, sauf au-delà de la pointe nord. Par ailleurs, les infrastructures qui y sont implantées tiennent rarement compte des contraintes environnementales. La place est la priorité de tous les citoyens sénégalais. Hein. On ne voyait même pas les touristes sur la plage maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a conçu tout. On n'a même pas un bon vision de prendre l'air pire. Pourquoi les gens conçurent dur? Selon cet habitué des lieux, ils n'y trouvent plus le même plaisir qu'avant. Comme vous le voyez, on n'a plus une belle vue de la plage. Même les touristes ne viennent plus ici. Et c'est anormal. Le littoral dakarois se situe au cœur de l'espace vital du pays, avec une occupation de plus de 50% par les établissements humains et des activités économiques. C'était le focus du jour. Nous parlons à présent d'un homme qui a passé 30 années de sa vie à combattre le virus du sida. Le docteur Ndoye, aujourd'hui âgé de 66 ans, à la tête du Conseil national de lutte contre le sida de 1986 à 2014, revient sur sa mission et son départ du CNLS. Nous l'écoutons au micro de nos reporters Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. C'est en marge d'une cérémonie d'hommage lui étant consacrée ce mercredi. Les défis étaient nombreux, la marche longue. 28 ans, secrétaire général du CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, Dr Ibra Ndoye sort victorieux. Toutes les personnes vivant avec le VIH au Sénégal qui ont besoin de traitements ont des traitements. Et on s'est battu aussi avec le président de la République Wade à l'époque pour rendre ces traitements gratuits. Parce que tout le monde sait qu'une personne vivant avec le VIH ne peut pas, vu les conditions de pauvreté des pays en développement. Dr Ndoye a toujours cru à la lutte contre le sida. Sa deuxième famille, les personnes vivant avec le VIH. J'éprouve beaucoup d'affection pour ces personnes. Si je me suis surtout battu pour la lutte contre le sida, c'est pour que ces personnes que je voyais mourir assez régulièrement au début de l'épidémie puissent arriver à trouver la dignité dans la vie. Au sein du CNLS, les témoignages sont unanimes. J'ai eu à le connaître et à partir de ce jour, nos relations se sont développées. Ce qui nous rassure, parce que votre mission dans le sida n'est pas finie. À ceux qui avancent qu'il a été poussé à la retraite, il répond ceci. Pour pousser quelqu'un à aller à la retraite, il faudrait que cette personne soit fonctionnaire. Mais moi, j'ai démissionné de la fonction publique depuis longtemps. Et même quand je travaillais pour le gouvernement, j'étais consultant. Dr Ibra Ndoye cède ainsi la place à Dr Safiatou Thiam, qu'il a encadré pendant 12 ans et se consacre désormais à la gynécologie, sa profession. Je vous le disais en sommaire également, c'est officiel, Léa, le virus Ebola est présent à Conakry. Oui, chère Tidiane, Conakry enregistre son premier cas de décès. Sur place, une équipe de l'Institut Pasteur de Dakar renforce le réseau des laboratoires d'Europe pour éviter la propagation de la maladie extrêmement contagieuse. Les cas suspects ont été placés dans des centres d'isolement. Des réunions de crise sont tenues également tous les jours au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de détails avec Khalifa Diakhaté. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré 103 cas de cette maladie, dont 66 décès. Et ces cas ont été principalement enregistrés dans la zone forestière. Et Conakry, 5 cas et 1 décès. Donc face à cette maladie, toutes les autorités guinéennes, que ce soit au niveau de la santé ou des autres secteurs, se sont mobilisées avec leurs partenaires de nos côtés
pour pouvoir organiser la riposte, nous avons initié la recherche systématique de tous les contacts à ces différents malades, surtout les cas qui se sont révélés positifs. À ce jour, nous avons recensé un certain nombre de contacts et qui sont suivis durant 21 jours. Et avant ce délai, aucun de ces contacts ne peuvent se mouvoir en dehors de leur localité. Du côté laboratoire, on a 2 laboratoires. L'Institut Pasteur de Dakar qui est là depuis samedi. Et puis le réseau de laboratoires de l'Europe. Ils sont là depuis hier, au nombre de 7. Ils ont un laboratoire mobile également. Ils viennent renforcer l'équipe de Dakar. Et vous l'annonciez en titre, cher Tidiane, Youssou N'Dour est actuellement à Conakry pour un week-end de concert. Il a été accueilli par le ministre guinéen de la Culture ce jeudi. Le leader du Super Étoile donc va se produire ce 29 mars au Palais du Peuple. Les autorités guinéennes se réjouissent du maintien du programme malgré la crainte de la fièvre Ebola. Je vous propose de suivre Youssou N'Dour et le ministre de la Culture de la Guinée, tous deux au micro de Khalifa Diakhaté. La Guinée, c'est comme le Sénégal. Hein. Moi, je suis guinéen, je suis sénégalais. Et c'est pas au moment où il y a des rumeurs, ou en tout cas, il y a quand même une réalité que je lâche mon pays. Non. Il y avait un programme. Et ce programme-là a été confirmé par les organisateurs. On a eu le feu vert des autorités. Donc, moi, je n'abandonne pas mon peuple. Donc, je viens, je suis là avec vous. Et puis, bon, on va assurer ce week-end-là pour montrer que bon, voilà, la chose est maîtrisée aujourd'hui par les autorités. Je dis Youssou N'Dour, moi je le reçois en tant que Guinéen, comme je le reçois en tant qu'artiste, parce que moi-même je suis artiste, mais aussi voilà quelqu'un qui va contribuer au développement de la Guinée. Ce qu'il a donné comme exemple au Sénégal, à partir de son talent, de son art, de sa création, il a abouti à, il a fini par créer des industries, une télévision, une radio et d'autres industries. Il a dit spontanément qu'il va amener une partie de cette richesse-là à la Guinée pour contribuer au développement de ce pays. Nous avons des potentialités qui ne sont pas encore développées. Grâce à des hommes comme Youssou N'Dour, nous allons pouvoir atteindre cet objectif, aider développer la Guinée et en même temps donner un modèle aux artistes guinéens. L'actualité internationale avec une nouvelle tentative d'assaut massif à Melilla, à la frontière qui sépare l'Espagne du Maroc. Plusieurs centaines de migrants ont voulu forcer le passage pour regagner l'Espagne, mais ils ont buté sur un important dispositif sécuritaire. Seule une dizaine d'entre eux ont pu pénétrer dans cette ville enclavée. Le point avec Ibrahim Akan. Ce vendredi, à l'aube, des centaines d'immigrants subsahariens ont une fois de plus tenté en vain de franchir la frontière séparant le Maroc de la ville espagnole de Melilla. Environ 800 migrants, selon la préfecture de la ville espagnole, se sont approchés de la frontière avant de se disperser en plusieurs groupes. Sur place, les forces de police déployées de part et d'autre ont lancé des assauts à différents points. Seule une dizaine de migrants a pu pénétrer. Une vingtaine d'autres sont restés un moment juchés sur le grillage avant de redescendre du côté marocain. En Égypte, au moins un journaliste est mort ce vendredi lors d'affrontements entre partisans du président déchu Mohamed Morsi et ceux du maréchal Al-Sassi. Depuis le coup d'État mené par Abdel Fattah al-Sassi contre le président Morsi, l'Égypte est plongée dans une indescriptible répression. Un enfant serait blessé au cours des heurts. La police a arrêté environ une dizaine parmi les manifestants. La page des sports que nous démarrons avec du football. L'équipe nationale cadette du Sénégal battue 2-0 par le Mali en match amical international. C'était ici même au stade d'Amba Diop, une contre-performance qui s'explique par le manque de préparation de nos lionceaux. Abdoulaziz Khan et Younous Diatta ont suivi le match pour nous. L'alerte est sans concession.
Battue 2-0 par le Mali en amical, la sélection nationale des cadets du Sénégal est déjà dans l'urgence. Ils sont dans leur compétition pour huiler les équipes. Nous autres, notre championnat de petite catégorie vient de commencer mercredi dernier, non? Jeudi, nous jouons un match international. Donc, nous sommes entrés en regroupement dimanche, on a commencé à travailler lundi, jeudi, on doit jouer. Pour ce match de préparation aux éliminatoires de la CAN 2015, Dominique Colli a présenté une équipe qui n'avait pas le niveau, d'où la nécessité de recommencer à zéro. Si vous regardez l'équipe également, je disais, elle n'est pas nationale. Et malgré qu'on soit à Dakar aussi, les centres de formation qui nous pourvoient en joueurs également, on a Dakar Sacré-Cœur, on a Lustana comme goal, etc. Donc, il y a à fouiller en profondeur une équipe nationale, c'est la qualité, c'est la crème des crèmes, ça ne doit pas s'arrêter à ça. On a apparu au plus pressé pour faciliter les relations diplomatiques, si vous voulez, mais on ne devait même pas jouer. Mais le sélectionneur des cadets dénonce le manque de préparation l'a conduit à composer une équipe sur le tas. Il n'y a pas d'équipe, à propos à parler, il n'y a pas de... c'est pas rodé, c'est pas huilé, les gens se cherchent, il y a quelques techniques, il y a des gens qu'on a pris, tout de suite ils se sont révélés qu'ils n'ont pas leur place dedans, mais quand est-ce que vous allez découvrir et échanger dans les 3 jours là? Donc je dis encore, contre les conditions de préparation d'une équipe, c'est pas ça. Les 2 sélections se retrouvent dimanche à Caroline Faye, l'occasion de voir comment les Lionceaux ont digéré cette déroute. Valoriser le sport féminin, c'est le souhait de la cellule genre du ministère des Sports et de la vie associative, du CNOS et des femmes anciennes pratiquantes du sport. Un panel organisé au stade Léopold Sédar Senghor avec l'objectif d'identifier et de mettre en exergue le rôle et la place de la femme dans le développement socio-économique à travers le sport. Compte rendu, Chertidiane Dione. Les pratiquants du sport s'offusquent de ne pas intégrer les instances de décision et l'attelage des différentes fédérations, une vieille doléance qu'elles ont déterrée. Nous voulons que la féminisation du sport soit effective. Nous ne dirons pas que nous voulons d'emblée aujourd'hui la parité dans le sport, parce que dans le sport, c'est des instances électives, tout comme l'Assemblée nationale et ailleurs. Donc, puisque la loi de la parité a été votée, nous ne voudrions pas d'emblée dire qu'il faut faire la parité à ce niveau-là, mais il faudrait petit à petit intégrer les femmes dans les instances de décision de manière à imposer les femmes et à leur permettre d'atteindre leurs objectifs. D'abord la médiatisation, je commencerai par vous. Les manifestations sportives féminines ne sont pas assez bien médiatisées, ça on le constate. Nous vous appelons à beaucoup plus diffuser les sports féminins, à beaucoup plus encourager les jeunes athlètes, les jeunes sportifs qui s'activent. Le représentant de la tutelle reconnaît qu'elle joue un rôle déterminant dans le sport. Le ministère des Sports et le CNOS attendent d'elle des lendemains meilleurs et des performances remarquables. Elles ont droit de citer partout et dans toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, il y a quelques disciplines encore où la présence est faible. Maintenant, le travail qui va être fait fera de sorte que partout où les hommes vont se déployer, les femmes également, compte tenu aussi de leur abnégation, de leur sens élevé justement donc de l'effort, arriveront quand même à pousser et à s'imposer. Sur les 47 fédérations, la gente féminine est faiblement représentée. Pour rectifier le tir, la cellule genre du ministère des Sports veut propulser et pousser les dames à intégrer les instances de décision sportives. Chertidiane Dione, merci. C'en est fini pour ce 20h. Léa Ndiaye, merci. Merci Chertidiane. Retrouvez tout à l'heure Mamodi Brakane dans les affaires de la cité. Il avait comme invité le ministre de la Bonne Gouvernance, Abdoulatif Coulibaly. À minuit, ce sera au tour d'Ibrahima Kane pour le bulletin d'information. Au revoir. Larda, meu